de l'acide lactique dans le lait, qui est un critère de qualité du lait. Et on vous demande si les ions lactates... un instant. On vous demande si les ions lactates sont présents dans le lait, quel que soit l'état de fraîcheur. Or, les ions lactates, c'est la base conjuguée de l'acide lactique. Ici, vous avez l'acide lactique. C'est un acide avec ici le groupe carboxyle. Et les ions lactates, c'est la base conjuguée. Donc, comment savoir si les ions lactates sont présents dans la solution? Eh bien, ce qui est le critère déterminant, c'est la comparaison entre le pH et le pKa. Vous regardez pH et pKa. C'est ça qui permet de répondre. Donc, pH, pKa, vous l'avez ici. Le pKa 3,9, le pKa du couple acide lactique ion lactate 3,9, et le pH, en revanche, le pH, lui, il peut varier le pH, mais au minimum, dans le pire des cas, enfin je ne sais pas si on peut dire pire, au minimum, le pH est de 5,2. Donc, j'ai pas de son non plus. Florian n'a pas de son non plus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de son? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont du son? Moi j'ai le son. Moi j'ai le son, monsieur. Bon. Moi aussi. Bon, ben Florian, tu te contenteras de... Tu écouteras la vidéo après. Bon, alors, le pK est donc de 3,9, il est là, pK, c'est 3,9, et le pH, eh bien, dans le pire des cas, au minimum, il est de 5,2, ça, on le voit ici, là. Différentes valeurs du pH selon le taux de fraîcheur, l'acidité, 5,2. Donc, si on a le pH supérieur au pKa, alors dans ce cas, c'est l'espèce basique qui prédomine, c'est la base qui prédomine. Donc, les ions lactates sont bien présents dans tous les cas dans le lait. Alors maintenant, écrire l'équation de la réaction support du titrage en supposant que le seul acide présent est l'acide lactique. Vous avez le couple acide lactique qui est montré au-dessus ici, C3H6O3, C3H5O3-. Donc, le titrage, c'est la réaction entre l'acide lactique C3H6O3 et les ions HO-. Eh bien, les molécules d'acide lactique libèrent un H+, qui est donc récupéré par HO-. Il va rester C3H5O3-,
et H- ayant récupéré H+, devient H2O. Et on considère que cette réaction est totale, sinon on ne l'aurait pas choisi comme support de titrage. Ah, ça c'est Ayoub qui donne une indication pour vos camarades qui n'ont pas le son. Très bien. Ensuite, en supposant que le seul acide, etc. Justifiez le choix de la phénolphtaléine comme indicateur de fin de réaction. Alors là, vous avez pour le choix de l'indicateur coloré, vous avez à tenir compte d'un élément qu'on n'a pas développé et que vous avez dans le dernier paragraphe avec les indicateurs colorés, c'est que lorsque on a un acide fort dosé par un acide faible, eh bien la courbe montre un pH à l'équivalence qui est exactement, oh là ça fait trop gros, qui est exactement à 7. Lorsque il y a un acide faible, si c'est un acide faible, alors, dosé par une base, le pH à l'équivalence est un peu au-dessus, il est supérieur à 7, donc là, ce serait 7, et le pH à l'équivalence est supérieur à 7. Alors, comment on peut le savoir, ça? Eh bien, donc, vous le lisez dans le cours, et surtout, Faustine, oui Faustine, je ferai comme Florian. Faustine, je t'entends pas, il faut que tu poses une question par écrit, si tu as une question, si on n'arrive pas à activer ton micro. Comment on le sait? Eh bien, vous avez l'allure du titrage pH métrique qui est ici. Et si sur cette courbe-là, vous faites la détermination du volume équivalence, de l'équivalence par la méthode des tangentes, alors vous aurez un pH à l'équivalence qui est de 8. Il faut que l'indicateur coloré ait une zone sensible qui contienne ce pH à l'équivalence ici. Le pH à l'équivalence c'est 8. Si on ne dispose que de la couleur de l'indicateur coloré pour savoir, pour déterminer le volume à l'équivalence, alors il faut que la zone sensible, la zone de virage, contienne ce pH à l'équivalence. Et donc là, si le pH à l'équivalence c'est 8, eh bien il faut trouver un indicateur coloré dont la zone sensible contienne le 8. Et celui qui conviendra le mieux de ces trois-là, c'est la phénolphtaléine. Alors pourquoi 2 gouttes de phénolphtaléine? Mais parce que la phénolphtaléine, comme tous les indicateurs colorés, c'est un acide. En fait, c'est un couple acido-basique, une forme acide, une forme basique. Et donc, elle pourrait réagir aussi avec les ions HO-. Et donc, elle pourrait légèrement modifier, fausser le résultat du titrage. Donc, il faut
toujours mettre les indicateurs colorés en toute petite quantité, 1-2 gouttes. Le lait dosé est-il frais? Alors là, il faut faire l'exploitation pleine de toutes les indications qui sont là, donc du résultat du dosage avec les concentrations, le résultat du volume à l'équivalence. Donc 1,4. Pourquoi 2 gouttes? C'est pour ne pas fausser le résultat. 1,5. Maintenant, le résultat de cette analyse. Alors, pour exploiter l'équivalence, vous devez obligatoirement commencer par à l'équivalence les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Il faut absolument que vous forciez, que vous vous astreigniez à écrire ça. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Et le stoichiométrique, surtout, vous regardez bien l'équation stoichiométrique, ça veut dire conformément au coefficient stoichiométrique. Donc ici, c'est 1 et 1. Donc, c'est le cas le plus simple. Mais dans le cas où vous avez un dosage redox, avec une équation, une réaction d'oxydoréduction, il est très très courant que ça ne soit pas 1. Donc, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Donc, on écrit que N de l'acide lactique égale N de HO-. N acide lactique égale NHO-. Donc, N acide lactique divisé par le coefficient stoichiométrique, bon, ben, c'est 1, égale NHO-, bon, divisé par le coefficient stoichiométrique, et là aussi, c'est 1. Alors, ces quantités de matière, on va les écrire sous la forme de concentration fois volume égale concentration fois volume. Alors, quelle concentration? La concentration ici, c'est la concentration de l'acide lactique dans le lait. Le volume, eh bien, ce sera le volume qui a été prélevé du lait et qu'on a introduit dans le bécher. C'est la prise d'essai, donc ça c'est le prélèvement de lait qu'on introduit dans le bécher pour faire le titrage. C'est la concentration des ions hydroxydes, de la soude, en ion HO-, c'est le titrant, qui est de 0,111. Et le V, eh bien, c'est le volume versé à l'équivalence, qu'on détermine soit avec la courbe pH métrique, soit simplement là avec l'énoncé. L'énoncé vous dit directement que le volume versé est de 2,1. On ne prononce pas exactement le mot équivalence, mais vous avez la couleur rose de la phénylphtaléine jusqu'à obtenir une couleur rose. Parce que lorsque vous avez dépassé l'équivalence, dès que vous avez versé une goutte de plus que l'équivalence, alors HO- est majoritaire et le pH est supérieur à 7 et vous avez donc la zone sensible de la phénylphtaléine. Là-dedans, c'est le Ca qui est l'inconnu. On écrit donc CHO-, ah, il y a une question, CHO- fois VE sur VA. Alors la question, je crois qu'il y a un bug écran noir. Est-ce que d'autres ont un problème avec un écran noir? Moi, non, personnellement. Non Ok. plus. Non plus. Bon, ben Ayoub, désolé.
il faut que tu relances, que tu te reconnectes. Patiente. Je ne sais pas quoi te dire. Et donc, on fait l'application maintenant numérique. Donc, les calculs. Quelle est la concentration des ions H- dans le réactif titrant? Eh bien, c'est le 0,111. Cette valeur assez particulière. Peut-être que ça a un intérêt, on verra bien. Le volume versé à l'équivalence, on vous dit que c'est 2,1, mais ce sont des millilitres. Attention, pour pouvoir les exploiter dans une relation avec d'autres grandeurs, il faut les exprimer en litres, divisé par le volume qui a été prélevé, le volume de lait prélevé, c'est 10,0 millilitres. Et bien lui aussi, on va le mettre en litres. Et du coup, en fait, là, la conversion en litres n'aurait pas été indispensable. En fait, on aurait pu s'en passer, mais par précaution, moi je vous recommande de revenir aux unités légales, enfin légales, pour la chimie et pour être compatible avec les concentrations en mol par litre. Donc ici, on a 10-3, 10-3, ça disparaît, 2,1. Et on trouve 0, alors on trouve 2,331, alors 3, bon, à deux chiffres significatifs, je laisse 2,3, 10 moins 2, mol par litre, mais je laisse les chiffres en mémoire dans la calculatrice pour la suite. Parce que là, on a un résultat en concentration en mol par litre, et donc il faut avoir le titre massique. Il faut que on puisse exprimer ça en masse, en grammes par litre. Comment on fait? Eh bien, il faut multiplier par la masse molaire, multiplié par la masse maintenant. Ça met ça. Piawara a commencé le partage d'écran. Ben oui. Oui. Et j'ai peur, Ayoub, qu'il y ait un problème avec ta carte graphique, avec ton affichage, hein, parce que le partage d'écran, il vient pas de commencer. Mais bon, si tu m'entends, tu auras la vidéo de toute façon. En masse, donc, pour avoir la concentration en masse, eh bien, il faut multiplier la concentration en mol par la masse molaire. Donc, 2,3. Alors, donc là, je mets tous les chiffres significatifs en mémoire dans la calculatrice. 2,33, 10 puissance moins 2, multiplié par la masse molaire. Alors, c'est l'acide lactique. Donc, l'acide lactique, alors c'est lui. C3H6O3. Donc, il y a 3 carbones. 3 carbones. Donc, un carbone, ça fait 12. Et il y en a 3. Je multiplie par 3. Ensuite, il y a 6 oxygènes. Donc, ça fait 6 fois 1. Et puis ensuite, il y a 3 oxygènes. Donc, ça fait 16 fois 3. Et en plus, ça vient de le faire quitter. Bon, ben il faut que tu reviennes. Allez, recommence. Et donc, tout ça, ça va vous donner
12 x 3, c'est 36, plus 6, 42. 16 x 3, c'est 48. 42, 48. 42, 48, ça fait 90. Donc ça, c'est 90. Donc ça fait 2,33, 10 moins 2 multiplié par 90. Et donc 2,0979, donc à deux chiffres, 2,1. Ça fait donc 2,1 grammes par mol. Non, pas par mol. 2,1 grammes par litre d'acide lactique. Comment on peut exploiter ça maintenant? Comment on peut exploiter ça? Eh bien, le critère, c'est des degrés d'Ornick. Alors, 1 degré, ça correspond à 0,1 g par litre. Donc, si on a 0,1 g par litre, ça fait 1 degré d'Ornick. Donc, puisqu'on a 2,1, eh bien là, ça fait 21 degrés d'Ornick. Et donc, ce 21 degrés d'Ornick, vous le comparez avec ce qui est donné dans l'énoncé pour qualifier un lait de lait frais. Il doit avoir une acidité inférieure ou égale à 18. Et bien là, c'est pas le cas. Donc, ce n'est pas un lait frais. C'est un lait... ce n'est pas un lait frais. C'est pas forcément un lait impropre à la consommation, mais en tout cas, ce n'est pas le lait avec la qualification lait frais. Quel intérêt pratique y a-t-il à choisir de la soude d'Ornick pour mesurer l'acidité d'un lait? Alors la soude d'Ornick, c'est donc avec cette concentration un peu curieuse. Pourquoi c'est pas 0,1 ou 0,2 ou 0,3? Pourquoi pas un nombre simple à énoncer? Eh bien, il se trouve que, en fait, avec le reste des grandeurs qui vont intervenir, et notamment la masse molaire de l'acide lactique, eh bien, le résultat en grammes par litre, vous voyez que ce résultat-là en grammes par litre, ce 2,1 grammes par litre, eh bien, il correspond exactement au volume versé à l'équivalence, au 2,1 millilitres. Donc, il suffit de voir le nombre correspondant au volume versé à l'équivalence en millilitres, et ça donne la concentration en masse. Et puis ensuite, on multiplie par 10 et on a le fameux degré d'Ornick. Voilà pour l'acidité du lait. Impossible d'activer le microphone. Aïe aïe aïe. Bon, j'espère que tu arriveras avec la vidéo après. Donc, pour le suivant, détermination de la teneur en ion chlorure. Eh bien, on a en fait le même contexte que dans l'exercice 19. On vérifie que le lait n'est pas trop riche en ion chlorure pour qu'il soit du coup consommable avec l'intervalle autorisé, etc. Dans un laboratoire, une technicienne titre 20 ml mélangés à 200 ml d'eau déminéralisée par une solution de nitrate d'argent. Et il y a une réaction donc entre les ions argent, Ag+, et les ions chlorure du lait qui donnent un précipité, AgCl, et donc le précipité est solide, les ions ne sont plus dans la solution et ça va modifier la conductimétrie du lait.
Donc, écrire l'équation de la réaction support du titrage. Réaction support, eh bien on a les ions argent, les ions chlorure qui précipitent pour donner AgCl. Si on est rigoureux, eh bien on met l'état ici aqueux, et ici solide. Il y a longtemps, pour les solides, on faisait une petite flèche comme ça pour signifier qu'il devait précipiter et tomber au fond. C'était visuel. Parmi les représentations graphiques suivantes, quelle est celle qui représente l'allure de l'évolution de la conductivité du mélange en fonction du volume V de la solution de nitrate d'argent justifiée? Et là, vous allez pouvoir comparer les conductivités et vous allez pouvoir étendre un peu le raisonnement de façon un peu plus large que ce qu'on a vu dans le cours. Je vous ai montré que on avait, après l'équivalence, une augmentation de la conductivité, parce que après l'équivalence, donc ça c'est le 2,2, après l'équivalence, il n'y a plus aucune réaction. Donc, puisque après l'équivalence, il n'y a plus aucune réaction, la conductivité augmente obligatoirement. Elle ne peut pas baisser, puisqu'on ajoute des ions. Donc, cette proposition 1, là, elle ne peut pas convenir, ça ne sera jamais le cas. Proposition 1, donc non, impossible. Alors, après, on a 3 autres propositions où la conductivité augmente après l'équivalence. Alors, il y en a 2 où la conductivité augmente aussi avant l'équivalence. Alors là, il va falloir qu'on compare avec, qu'on fasse intervenir les valeurs des conductivités des ions qui interviennent. Et au cours de voilà les conductivités, on a donc pour Ag+, 6,19, pour Cl-, on a 7,63, et pour les ions nitrates, NO3-, on a 7,14. Or, quand on fait le titrage au début, avant l'équivalence, on fait disparaître des ions chlorure, donc les ions chlorure disparaissent. Donc les ions chlorure, 7,63, eux, ils disparaissent. On ajoute des ions Ag+, mais avant l'équivalence, les ions Ag+, sont entièrement consommés. Tant qu'on n'a pas atteint l'équivalence, ils sont les réactifs limitants. Donc, ils sont entièrement consommés. Donc, ils ne vont pas intervenir les ions Ag+. Jusqu'à l'équivalence, il n'y aura pas d'ions Ag+, dans le milieu. Donc, il n'y en a aucun avant l'équivalence. Donc, la seule modification, c'est que Cl- disparaît et avec chaque ion Ag+, on a ajouté un ion NO3-, donc on fait apparaître des ions NO3-. Donc on remplace des ions Cl- par des ions NO3-. Donc on remplace des ions qui contribuent avec cette valeur de conductivité molaire ionique par des ions qui contribuent avec cette valeur-là, qui est un peu plus faible. Et donc, sur l'ensemble, le bilan, c'est que ça doit diminuer. Sur l'ensemble, la conductivité diminue. Et donc, avant l'équivalence, la conductivité ne
n'augmente pas, elle diminue. C'est donc la proposition 3. Donc, c'est la proposition 3. C'est la courbe 3 qui convient parce que la conductivité diminue avant l'équivalence. Alors maintenant, on fait l'exploitation avec les valeurs, l'exploitation numérique avec les valeurs du dosage. Donc là, sans ambiguïté, on vous met le volume versé à l'équivalence. Allez, on fait l'exploitation de l'équivalence et on écrit à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Donc, à l'équivalence, on a NAG+, qui est égal à NCl-, et donc NAG+, NCl-. NAG+, c'est le réactif titrant. Donc lui, il a une concentration fois un volume. Ce volume, c'est le fameux volume à l'équivalence. Et la concentration, eh bien, c'est la concentration qui est donnée dans l'énoncé. Les ions chlorure. Alors, eux, ils sont avec une concentration fois un volume aussi, donc quantité de matière, concentration fois volume. La concentration, eh bien, c'est la fameuse concentration des ions chlorure qu'on va déterminer. Alors ici, je vais mettre le petit Ag+, pour qu'on ne confonde pas. Et ça, c'est donc tout ça, hein, c'est ce que on a récupéré du lait, c'est ce qui était dans le lait. Donc là, le volume, c'est le volume prélevé du lait qui a été introduit dans le bécher pour faire le titrage. Hein, ce sont les 20 ml. Et donc, on a, non, pas V égale, c'est pas lui que l'on veut. Et donc, on a C égale, et donc c'est lui qu'il faut exprimer et déterminer. C égale, eh bien, on divise par V. Ça fait donc CAG plus fois le volume équivalent divisé par V. Voilà. Donc, la concentration des ions Ag+, était 5,10-2, 5,0010-2, fois le volume équivalent, donc 11,6. Attention, il est prudent de revenir au litre. Et le volume de la prise d'essai du petit prélèvement de lait, c'était 20 ml, 20,0 ml, donc 10 puissance moins 3. Donc la concentration en ion chlorure, ce sera donc 5,10-2 multiplié par 11,6 divisé par 20 et on obtient 2,9 10 puissance moins 2, 2,9 10 puissance moins 2 mol par litre. C'est une concentration en mol par litre. Pour savoir si c'est impropre ou conforme, eh bien, il faut qu'on traduise ça en masse, en grammes par litre. C'est la masse des ions chlorure qu'il faut exprimer, exploiter. Donc, on multiplie par la masse des ions chlorure, la masse molaire du chlore qui est de 35,5. Donc, hop. Et donc, la concentration en masse des ions chlorure, c'est 2,9 10 puissance moins 2 multiplié par 35
1,5 g par mol. Alors, pour vous entraîner un peu, vérifiez que c'est compatible du point de vue des unités. Ici, c'était des mols par litre, et ici, c'est grammes par mol. Et donc, on voit disparaître mol ici, mol ici. Il reste grammes par litre. Donc, c'est bien une concentration en masse. Donc, multiplié par 35,5 égale, et j'ai 1,0295, donc 1,0. Bon, j'ai 1,0 g par litre. Est-ce que c'est conforme ça? 1,0 g par litre. Eh bien, c'est entre, oh, il y a conflit, c'est entre 0,8 et 1,2. Pour un lait mamiteux, c'est supérieur. Bon, voilà, on est là dans la fourchette conforme d'un lait normal entre 0,8 et 1,2. Donc, le lait est propre à la consommation.